Nous nous retrouvons pour le troisième épisode de la série sur l'apprentissage de la conduite et des troubles neurodéveloppementaux pour aborder cette fois-ci la dyspraxie de développement, également appelée trouble développemental de la coordination. Nous avons pu voir précédemment dans l'épisode 1 une introduction sur les troubles neurodéveloppementaux et dans l'épisode 2 les bases psychomotrices qui sont sollicitées dans l'apprentissage de la conduite. Cet épisode 3 sur la dyspraxie va être scindé en trois parties. La première partie va être consacrée à des généralités sur la dyspraxie et des raisons pour lesquelles il peut être complexe de s'y repérer et de comprendre ce trouble neurodéveloppemental. Dans la deuxième partie, nous verrons qu'il y a trois sous-types dans la dyspraxie et des conséquences lors de l'apprentissage de la conduite. Nous finirons l'épisode avec une troisième partie sur les solutions pour accompagner les élèves souffrant d'un trouble développemental de la coordination. En premier, qu'est-ce qu'une praxie? Une praxie, on dit en général que c'est une aptitude à faire. C'est une coordination motrice volontaire qui va être orientée vers un but et issue d'un apprentissage. Ça va être donc la capacité de planifier et d'exécuter des séquences de mouvements, qu'on peut appeler gestes également, afin d'atteindre un objectif. Acquérir une nouvelle praxis se fait après un temps variable d'apprentissage et d'expérimentation par essai-erreur. Voici quelques exemples de praxis qui peuvent être complexes à apprendre lorsqu'on est enfant ou d'autres praxis qui peuvent être complexes aussi à apprendre dans la vie d'un adulte. Le trouble développemental de la coordination est un trouble qu'on dit neurodéveloppemental. C'est un dysfonctionnement qui est neuropsychologique et ce n'est pas un trouble psychologique. Ça veut dire que ce n'est pas une personne qui a un problème psychoaffectif de manière primaire. C'est un dysfonctionnement au niveau du développement cérébral dans les réseaux neurofonctionnels qui se construisent dans le cerveau chez l'enfant. Plusieurs troubles 10 peuvent être associés à partir du moment où on a un premier trouble neurodéveloppemental. C'est ce qu'on appelle la comorbidité. Par exemple, on peut avoir un TDC et un TDAH, c'est-à-dire un trouble de l'attention associé à une dyspraxie. La dyspraxie est à l'origine de difficultés d'apprentissage au niveau scolaire, de troubles du comportement, d'inadaptation sociale et émotionnelle, et donc d'échecs chez l'enfant et chez l'adolescent comme l'adulte. La personne qui souffre d'une dyspraxie conçoit la tâche à effectuer, mais par contre ne comprend pas la raison de ses échecs. Il a une intelligence normale. D'ailleurs, lorsqu'il y a déficience intellectuelle, le diagnostic de dyspraxie ne peut pas être posé. La dyspraxie est malheureusement souvent à l'origine d'un découragement et d'une souffrance qui est très fréquente chez les personnes porteurs d'un TDC. Lorsqu'on souffre d'un TDC, on fait énormément d'efforts et ces efforts provoquent une fatigue précoce et importante dans la journée d'une personne qui a un TDC. Il faut savoir qu'un adolescent ou un jeune adulte souffrant de TDC arrive à l'auto-école avec toute son histoire portée depuis sa naissance. Ils peuvent manquer de confiance en eux en sachant que cet apprentissage sera difficile, ou au contraire, pour certains, penser que ça va être plus facile parce que ce n'est pas l'école, parce que l'école a été ciblée comme le lieu de difficulté d'apprentissage. Ils peuvent des fois cacher leurs troubles au moniteur pour plusieurs raisons. Peur d'être stigmatisé, par exemple, qu'on se moque de lui, par rapport aussi à sa propre souffrance, il n'a pas envie d'en parler. Ils peuvent être aussi stressés, anticipant justement la difficulté et éventuellement l'échec, ou simplement ne pas connaître son trouble lorsqu'il arrive chez vous. Il doit être fondamental qu'il soit accueilli avec bienveillance dans votre auto-école pour que l'apprentissage se passe bien. Se repérer et comprendre la dyspraxie de développement est un véritable parcours du combattant, pour différentes raisons. Déjà, la dyspraxie de développement est encore peu connue ou reconnue. En comparaison avec la dyslexie, par exemple, la dyspraxie est un peu le parent pauvre de la recherche scientifique. Dans la recherche scientifique, il y a peu de consensus à propos de la dyspraxie de développement, sur l'origine du trouble en lui-même, sur les mécanismes qui sont déficitaires et sur une classification de la dyspraxie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le diagnostic d'une dyspraxie se pose à partir de tests de performance qui ne sont pas forcément toujours capables de cibler des mécanismes déficitaires et parce qu'elle n'est pas. Aujourd'hui, le diagnostic ne se pose pas en disant voilà, nous avons trouvé telle chose qui dysfonctionne, donc c'est une dyspraxie. En conséquence, la dyspraxie est un peu le fourre-tout de la maladresse motrice. Il y a beaucoup d'erreurs de diagnostic, notamment avec les troubles neurologiques qui peuvent être très discrets. Et les aides pour compenser la dyspraxie, du coup, ne sont pas toujours adaptées en raison de diagnostics un peu trop globaux où on n'a pas ciblé les mécanismes qui étaient déficitaires.
Il faut donc se méfier d'une compréhension de la dyspraxie un peu trop simpliste, en pensant par exemple que c'est un problème d'automatisation d'apprentissage moteur qui est touché. C'est vrai, mais c'est pas suffisant. Comprendre que la motricité globale et fine sont touchées et que c'est certain, c'est plus la motricité fine que la motricité globale qui est touchée. Ça reste un modèle théorique trop simpliste. Comprendre également que l'élève est fatigable. Ok, c'est important, mais c'est pas suffisant pour comprendre. Lui proposer systématiquement une boîte automatique peut simplifier la mécanique, notamment dans la première compétence, éviter des doubles tâches au niveau de l'attention, mais ça ne suffit pas à régler les troubles isospatiaux, par exemple dans la conduite. Répéter plus longtemps ou plus souvent des exercices n'est pas non plus toujours efficace. C'est comme faire des modèles à partir de dessins. Lorsqu'on a un trouble isospatial, le dessin n'est pas forcément le modèle à privilégier dans l'apprentissage. Donc, ce sont des choses importantes à connaître, mais pas suffisantes pour s'y repérer et comprendre votre élève et, au final, pouvoir l'aider. Le manque de consensus dans la recherche sur une classification précise n'aide pas à comprendre les mécanismes sous-jacents qui vont être déficitaires. Ce qui peut être très perturbant pour un moniteur d'auto-école, mais comme pour un psychomotricien ou un professeur des écoles, c'est qu'on peut avoir dans la même journée trois élèves dyspraxiques, et pourtant ils ont tous trois troubles différents. Ce ne sont pas les mêmes élèves. Pour mieux comprendre son élève, il va falloir pouvoir cibler la fonction de base qui est touchée et qui va se répercuter sur l'ensemble des objectifs travaillés lors de l'apprentissage de la conduite. Il faut pouvoir trouver l'aide qui est adaptée à cette fonction touchée de manière individuelle. Ce n'est pas la même réponse pour tous. Et aujourd'hui, de manière classique, en rééducation, on cherche un peu à leur donner tous la même solution. Par exemple, à l'école, c'est tous un ordinateur. Sauf que pour beaucoup d'élèves dyspraxiques, l'ordinateur est une gêne à l'école. Voici donc la fin de cette première partie sur la dyspraxie de développement qui a servi à introduire des généralités importantes à connaître sur la dyspraxie et de chercher à comprendre pourquoi ce n'était pas simple de se repérer dans ce trouble. Partie 2, nous allons aborder les sous-types de la dyspraxie de développement et les conséquences de la dyspraxie dans l'apprentissage de la conduite.